Pardon, bonjour. Roland Cage, donc médecin, je suis de l'association Transsciences, donc une association pour essayer de promouvoir et améliorer la communication sur ces méthodes. Je vous remercie, évidemment, tout ça est extrêmement informatif et optimiste. J'ai deux questions quand même. Euh, dans beaucoup de discours et de présentation des choses, on a l'impression que la méthode des tests animaux est la méthode de référence, le gold standard. Alors qu'on sait très bien que, enfin, en tout cas, il y a beaucoup de papiers dans la littérature qui montrent que c'est pas si magique que ça, quoi. Il y a pas forcément une prédictibilité forte des tests animaux sur ce qui va se passer chez l'homme. En tout cas, moi, mon domaine, c'est plutôt le médicament, mais je sais que dans le médicament, beaucoup de produits testés avec bonheur chez les animaux sont inefficaces ou toxiques chez l'homme. Et première question donc, pourquoi garder cette idée que la référence absolue, c'est la méthode animale? Et deuxième question, qu'est-ce que vous pensez de l'échéance de 2035 de l'Agence de protection de l'environnement aux États-Unis pour se passer des tests animaux? Merci. Alors, qui veut répondre à cette question? J'imagine que c'est peut-être plus une question pour la DGANF, peut-être, ou pour l'OCDE. Peut-être que je vais commencer rapidement avec un exemple. Par exemple, quand l'approche définie pour la sensibilisation cutanée a été développée, on a validé cette approche en utilisant à la fois les données LLNA, donc données animales, mais aussi sur la base des données humaines, parce que en sensibilisation cutanée, on a des données humaines et c'était et donc cette approche définie a été développée en utilisant vraiment une base de données scrutée et développée de façon approfondie en utilisant ces deux références. Et après, c'est vrai que dans la littérature et de plus en plus, on se rend compte que le modèle animal a des limites enfin, et on en a conscience aujourd'hui, et donc c'est aussi pour ça qu'on essaie de développer d'autres approches pour permettre de prédire aussi bien ou mieux la toxicité des substances chimiques. Si je peux juste peut-être me permettre un commentaire, je pense qu'il y a un point qui a été dit et qui est relativement important, qui peut apporter un élément de réponse. C'est qu'en réalité, je pense qu'on a conscience que l'incertitude qui est liée au test in vivo, en fait, on est face à deux familles d'incertitudes. Une incertitude qui est liée au test in vivo et une incertitude qui est liée typiquement à ces nouveaux modèles. Et je pense que l'acceptabilité est liée à l'acceptabilité de ces nouvelles incertitudes qui sont d'une autre nature que celles qu'on a l'habitude de manager, en fait, ou avec lesquelles on a l'habitude de composer. Donc, Sylvain, tu voulais répondre sur cette question? Non, je voulais répondre sur la question concernant l'USIPA, qui en effet avait annoncé 2035, mais qui depuis ont fait marche arrière et ne se prononce plus sur la date à laquelle ils vont arriver à leur objectif, à atteindre cet objectif. Ça me semblait un peu tôt, 2035. C'est pour ça que je faisais plutôt référence à 2050 en ce qui nous concerne, même si c'est une date qui n'est nulle part écrite. Mais 2035 me paraît un peu tôt. Alors, Mounir Poufid souhaite intervenir, il va peut-être répondre également. Hein. Oui, en fait, je voulais juste dire la même chose que Sylvain a dit, c'est que la date 2035 que l'USIPA avait donnée, c'était l'ancienne administration, la nouvelle administration ne parle plus de cette date butoir-là. Si vous regardez le NAM Work Plan qui a été publié l'année dernière de l'Agence américaine de l'environnement, vous allez plus voir cette date-là. Et pour la première question, je pense que Nathalie a donné un début de réponse, a répondu à ça. Je vais juste continuer. C'est vraiment, il faut regarder les limites. Ce qu'on essaie de faire, c'est de regarder les limites des méthodes, quelles qu'elles soient.
animale ou non animale, méthode alternative ou méthode animale. Comme je vous ai dit, encore une fois, les Américains, l'Agence pour l'environnement a sponsorisé une étude pour regarder la variabilité des tests animaux, la pertinence des tests animaux pour la réglementation sur les produits chimiques et d'autres, pas seulement les produits chimiques, aussi sur des secteurs, dans le but exactement de voir comment, si on utilise les tests ou des données animales comme benchmark, quel serait le maximum de performance qu'une méthode alternative pourrait atteindre. Donc, il faut garder en tête les limites des deux parties, pas seulement regarder les méthodes animales ou les méthodes alternatives. Merci. Damien Gervasoni. Oui, bonjour à tous. Damien Gervasoni, je suis chargé de recherche au CNRS à Lyon, dans un centre de recherche en neurosciences, et je suis aussi président d'un comité d'éthique en expérimentation animale. Ma question est en rapport avec la diffusion des données et en particulier les déclarations d'essais ou de dossiers qui sont déposés auprès des différentes agences, parce que j'imagine, en tant que citoyen lambda, assez peu au fait des démarches pour déterminer les risques et la toxicité de certains composés, quand un industriel qui s'apprête à mettre sur le marché une molécule n'a pas forcément intérêt à faire une publicité autour d'un composé donné, spécialement s'il en est le créateur. Et il me semble qu'il y a une difficulté à accéder à ces données, qui pourtant permettrait peut-être de ne pas dupliquer ou multiplier les essais. Est-ce que dans les différentes stratégies des différentes agences ou même de révision des textes réglementaires, il est prévu des mesures destinées à augmenter la transparence en matière d'essais? Monsieur Casquel. Georges Casse, vous voulez répondre? Oui, merci. Si je peux peut-être commencer. C'est naturellement dans le domaine de l'EFSA et donc la santé des aliments. Notre réglementation fondamentale a été révisée il y a 4-5 ans. Et une des révisions importantes est que toutes les études qui vont être faites sur animaux doivent être publiées. Je ne veux pas dire du contenu, mais de la nature des études. Donc, ça, c'est pour éviter une duplication des études sur le même composé chimique. D'accord, mais l'obligation de publication, la publication risque d'intervenir assez tard après la réalisation des essais. Est-ce qu'il ne serait pas envisageable d'afficher qu'un essai est en cours sur telle ou telle molécule? Ça, on peut discuter de ça. Donc, l'intention de la législation est vraiment d'améliorer ce point-là. Comment ça va marcher en pratique, ça, je ne peux pas vous dire en ce moment. Il faudrait que je regarde comment cette partie de la législation est appliquée. Merci. Oui, peut-être je peux compléter, Laure, parce que, en effet, dans le cadre de One Substance, One Assessment, on travaille beaucoup sur l'accessibilité des données, le partage des données, etc. Donc, mais bon, c'est un règlement qui ne sera proposé que l'année prochaine. Donc, on est encore en phase de consultation et d'écriture du règlement. Mounir, je ne sais pas si tu es au fait de... normalement, les cas publient aussi sur leur site les conclusions des testing proposals, des choses comme ça. Alors peut-être que via cette information, on peut savoir, alors peut-être ça nécessite un peu de recherche, quel test va être réalisé sur quelle substance. Mais bon, je ne maîtrise pas bien ce qui est forcément publié par les cas, donc je ne sais pas si tu peux donner un coup de main sur ce point. En fait, oui, il y a des informations qui sont publiées sur le site de dissémination de l'ECA, incluant les test proposals, les propositions donc
de tests, quel est l'état d'avancement de ces tests-là, etc. Il y a aussi une autre chose, vous avez parlé dans votre question de duplication des tests. Et donc, vous savez très bien que dans REACH, il y a l'obligation de partage des données par les applicants. Donc, avant l'enregistrement, il y a une obligation de partage des données. Et ça, c'est le premier facteur de diminution des tests sur les animaux. C'est l'obligation de partage des données entre différents registrants, applicants. Merci. Marie-Christine Chagnon a une question. Donc oui, moi j'avais une question, c'est pour Monsieur Bintal. Quand vous avez parlé de l'annexe, excusez-moi si vous le nom, c'est pas. Quand vous avez parlé de l'annexe 7 de REACH, et vous avez notamment évoqué des NAM qui vont être ajoutées et sur les perturbateurs endocriniens ERAR. Je voulais avoir votre avis parce que bon là on est sur du mode of action, mais il n'y a pas que, notamment comme le test de synthèse de stéroïdes par exemple, qui a aussi une ligne directrice et qui n'est pas un mode d'action direct. Est-ce que c'est envisagé ou on reste sur le ERAR? Bon alors thyroïde on n'a rien sur mammifère pour l'instant je crois, en CDE, mais voilà. C'était un commentaire, en fait. Je trouve que c'est sur le mode of action ATS, on est juste sur le ERAR, du coup. Disons que bon, tout cela est donc je présentais quelque chose qui n'est pas encore, comme je disais, on n'est pas encore à la phase d'écriture. Donc, pour le moment, à ce niveau de tonnage, hein, donc on est au début de data requirements, donc on essaie d'avoir des informations mais pas complètes. Donc on essaie de mettre en priorité par rapport à ce qui est disponible, ce qui est plus courant au niveau des effets observés. Donc c'est vrai qu'on a tendance à se focaliser sur ces deux modes d'action qui sont les plus répandus, j'imagine. Je ne suis pas un expert dans le domaine, mais on se rentre là-dessus. Après, quand on passe à des tonnages supérieurs, on a un système de triggering, donc je ne sais plus comment on dit ça en français, c'est terrible. Oui, enfin, je vois ce que vous voulez dire. Et donc qui permettent d'approfondir dans certains cas certains modes d'action si l'on estime que certains critères sont remplis et qui nous orientent vers un mode d'action spécifique. Donc il y a un phénomène comme ça en fonction du tonnage qui nous permet d'obtenir des informations plus précises au fur et à mesure que le tonnage des substances augmente. Mais il faut bien commencer par quelque chose et donc on propose de commencer par ces modes d'action les plus répandus. Et peut-être les plus connus et pour lesquels on a des méthodes plus robustes que d'autres, j'imagine. Oui, enfin, dans l'autre, on a aussi l'aromatase, on a plein de choses intéressantes dans le test de synthèse de stéroïdes. Voilà. Merci. Fanny Boilet. Oui, bonjour. Je voulais intervenir un peu pour faire un commentaire parce que je trouve que ce point n'a pas été beaucoup abordé dans les discussions. C'est que le fait que les méthodes alternatives aujourd'hui, pour la plupart, vont mettre en évidence éventuellement un danger. Alors je dis éventuellement parce que même des fois on est juste sur identification d'une liaison à un récepteur, etc. Ah oui, j'ai oublié de dire, je suis toxicologue pour Chanel. Donc moi, au quotidien, je fais de l'évaluation du risque. Donc le danger, certes, c'est une chose. Je vois qu'il y a beaucoup de choses au niveau européen qui sont mis en avant sur le danger et éviter, peut-être éliminer des substances sur la base du danger. Mais c'est quand même assez critique aujourd'hui qu'on oublie de parler d'évaluation de risque et d'exposition. Donc là, dans ce que j'ai entendu aujourd'hui, à parler de ça, je n'ai pas entendu de notion d'exposition pour faire de l'évaluation du risque. Et ça, donc bon, je parle pour moi parce que je le vois au quotidien. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de molécules qui sont flaguées sur un danger et qui ont des risques de
peut-être disparaître parce que on identifie un danger, mais aux concentrations auxquelles elles sont utilisées, elles ne présenteraient pas de risque pour le consommateur. Et ça, c'est un point qui semble disparaître. Et du coup, moi, j'ai l'impression que le toxicologue ne peut plus faire son travail si on part que sur du danger. Donc, j'aurais bien aimé avoir un petit peu l'opinion des différents personnes ici sur ce point qui clairement préoccupe beaucoup l'industrie aujourd'hui. Sylvain? Oui, peut-être que j'ai abordé cette notion trop rapidement, mais lorsque l'on fait référence à, par exemple, ce qui se passe dans les cosmétiques, d'interdire les cancérigènes dans les cosmétiques, notamment de catégorie 1, est-ce qu'on propose de faire dans REACH, d'étendre cette approche qui est aujourd'hui existante pour les mélanges consommateurs, pour les CMR catégorie 1, de les étendre aux perturbateurs endocriniens, au PBT, au VPVB. La notion d'exposition entre en jeu, mais de façon générique. C'est une approche qu'on utilise depuis les années 85. C'est-à-dire qu'on interdit, dès qu'une substance est classée comme cancérigène catégorie 1A, elle est interdite dans les mélanges consommateurs. Et ça, c'est notifié à l'OMC. Et tout ce qui est notifié à l'OMC doit répondre à des critères d'évaluation des risques. Et on n'a jamais eu d'appel de la part de pays tiers, parce que cette approche générique est une approche des risques. C'est-à-dire qu'on a un danger évident, une substance est cancérigène catégorie 1, elle est utilisée par un consommateur dans un mélange, que ce soit une peinture, un cosmétique ou autre. L'exposition est difficilement contrôlable par un consommateur. Elle existe et il n'est pas aussi informé qu'un utilisateur professionnel ou qu'une personne travaillant dans une industrie avec des méthodes de protection, d'équipement adéquates. Donc, c'est un principe peut-être de prévention, pas de précaution, puisque un risque peut être mis en évidence quand on utilise un cancérigène comme cosmétique. Mais donc, c'est une prévention, c'est-à-dire qu'on ne veut pas, on estime que c'est pas nécessaire d'exposer les consommateurs à des substances avec des effets critiques tels que les perturbateurs endocriniens, le CMR. Et comme indiqué dans la présentation de Cécile, on pourrait éventuellement continuer à utiliser un cancérigène pour un usage consommateur, mais uniquement pour un usage essentiel. Mais bon, aujourd'hui, on n'a pas identifié un usage essentiel dans un produit de consommation pour les mélanges. Pour les articles, on peut en discuter, mais pour les mélanges, après 30 ans d'utilisation de cette approche générique dans REACH, et avant REACH, on n'a pas une seule demande, ou peut-être une, de la part de l'industrie pour un usage important. Ça correspondait à l'utilisation des bords dans les lentilles. C'est le seul cas pour lequel l'industrie souhaitait utiliser une substance CMR catégorie 1A, enfin 1A ou 1B, pour un usage consommateur. Et pour les cosmétiques, à ma connaissance, il n'y a aucune demande non plus pour l'utilisation de CMR catégorie 1. C'est les classés 2 qui sont préoccupants pour l'industrie. Là, il y en a beaucoup. Donc, REACH, on ne prévoit pas d'étendre aux catégories 2, cette approche générique. Elle sera limitée aux catégories 1. Et si vous regardez aussi ce qu'on a proposé récemment pour les perturbateurs endocriniens, même pour la catégorie 2, cela nécessite la démonstration d'un effet adverse. Donc, même la catégorie 2 fait référence à un effet adverse. Donc, il sera difficile de classer une substance catégorie 2 uniquement sur des méthodes in vitro, sauf si on fait appel à ce que je vous ai dit plutôt, méthode de grouping, des choses comme ça, où on pourra utiliser des données in vivo déjà disponibles. Donc, je réponds partiellement peut-être à votre question, mais je l'avais abordé, mais rapidement, bien sûr. Oui, non, mais merci. Y a-t-il d'autres questions là pour la liste est vide. Moi, je vais peut-être rajouter un petit élément de réponse à la question qui vient d'être posée. Le comité à l'OCDE, le comité produits chimiques, s'est réuni relativement récemment et a été présenté une feuille de route vers le futur de l'évaluation des risques. Et il a été recommandé par les États membres de mettre l'accent justement sur l'utilisation de nouvelles méthodes pour estimer l'exposition. Donc c'est quelque chose qui est aussi pris en compte, voilà, à l'OCDE aussi, il y a
un groupe de travail sur l'évaluation de l'exposition. Donc, si on n'a pas d'autres questions, on va poursuivre avec la présentation de Christophe Roussel sur le projet Bark. Merci. Bonjour à tous. Peut-être avant d'aborder Parc, je voudrais juste réagir sur la dernière remarque, l'avant-dernière, concernant les risques évalués pour les substances CMR dans les produits cosmétiques, parce que je fais aussi partie du comité européen d'évaluation des risques sur les cosmétiques, le SCCS, et il y a des dérogations pour certains CMR 1. C'est le cas, on a discuté aujourd'hui notamment de l'acide salicylique, c'est le cas je crois aussi de la vitamine A qui est classée catégorie 1. Alors je ne saurais pas vous dire un A ou un B, mais pour lesquels il y a des usages possibles en cosmétique sous réserve qu'il y ait une évaluation favorable par le SCCS qui prenne en compte toutes les sources d'exposition, y compris nos cosmétiques. Donc c'est prévu dans la réglementation et moi je soutiens l'approche des risques, y compris pour certaines de ces substances. Et là, l'usage essentiel, en tout cas les propriétés, c'est conservateur. Et si on n'a plus de conservateurs dans les produits cosmétiques, c'est peut-être aussi un problème. Mais bon, je vais fermer la parenthèse et aborder Parc. Juste pour corriger, l'acide salicylique est CMR2 pour rassurer les gens. Ah, ok. Mais la vitamine A, c'est 1. Ouais, je crois que c'est 1, ouais.